Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, 9 jeunes sur 10 ont voté pour Kais Saïed. Un engouement qui, selon certains observateurs, est le fruit de l'approche nouvelle de la politique développée par ce dernier. L'idée d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé ne passe toujours pas en Guinée. Les manifestations contre cette éventualité se succèdent à Conakry. Des manifestations qui ont déjà coûté la vie à 9 personnes. Et puis le premier coup de pédale pour le Grand Prix cycliste Chantal Biya a été donné ce jeudi au Cameroun. 35 coureurs sont en lice. La première étape a été remportée par l'Algérien Azzedine Lagab. Mais avant de développer ces titres, les recommandations faites, place à l'action. Le président béninois Patrice Talon a transmis ce jeudi au président de l'Assemblée nationale les conclusions du dialogue politique. Pour être appliquées, celles-ci doivent à présent être votées par le Parlement. Au total, entre 5 et 6 lois seront prises pour concrétiser toutes les décisions qui ont été prises lors de ces assises. Des assises qui, nous vous le rappelons, ont recommandé l'amendement de la charte des partis politiques et du code électoral dans l'optique de favoriser la participation de tous les partis politiques au processus électoral ainsi que la libération des prisonniers politiques. La jeunesse tunisienne lui a donné son cœur, sa vision et surtout son bulletin de vote. Kais Saïed a en effet raflé plus de 90% des suffrages auprès des jeunes lors de la présidentielle du 13 octobre. Alors qu'est-ce qui explique ce plébiscite pour celui qu'ils appellent affectueusement Monsieur Propre? Eh bien, Ibayako nous apporte quelques éléments de réponse. La foule commençait à se rassembler devant le théâtre de la rue de Bourguiba à Tunis après l'annonce officielle de la victoire de Kais Saïed ce jeudi 17 octobre. Selon la commission électorale tunisienne, environ 90% des jeunes électeurs ont voté pour l'universitaire sans parti politique. Pour eux, il est signe de renouveau et d'espoir pour la Tunisie. Je suis indépendant et je le resterai. J'ai toujours été indépendant. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et à tous ceux qui voudraient se joindre à ma cause, je les en remercie. Et à ceux qui choisissent une voie différente, je les remercie également. Et le dernier mot est pour le peuple tunisien. Ces jeunes électeurs dénoncent les problèmes économiques, la pauvreté et le chômage qui touchent particulièrement leur tranche d'âge. La réputation d'incorruptible de Kais Saïed et son passé de manifestant durant les nuits révolutionnaires de 2011 lui ont valu plusieurs partisans sur les bancs de l'université. Il me rappelle l'époque de la Révolution, mais sans tricherie, sans violence et sans asservissement que nous ressentions dans nos cœurs. Au contraire, l'atmosphère est celle de la solidarité entre Tunisiens et d'une joie partagée. Il est propre et nous sentons qu'il nous représente. Bien sûr, il n'a pas de baguette magique qui puisse tout changer du jour au lendemain, mais nous avons le sentiment qu'il défendra ce qui est juste. Et s'il voit quelque chose qui ne semble pas juste, il va mettre fin à cela et en parler. Kais Saïed a été élu au second tour face à Nabil Karoui avec 72,71% des suffrages. L'homme d'affaires Nabil Karoui n'a pas déposé de recours contre le résultat, saluant ainsi la volonté du peuple tunisien. Le nouveau président, Kais Saïed, avec sa vision sociale conservatrice, cherche à introduire une démocratie directe. Une prestation de serment de Kais Saïed est prévue dans les 10 jours à venir. Au Soudan, les pourparlers de paix entre autorités de Khartoum et des rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu ont repris ce vendredi à Djouba, une reprise qui intervient après la déclaration d'un cessez-le-feu permanent par le gouvernement soudanais dans les zones où ces rebelles sont actifs. Les responsables de toutes les parties impliquées ont annoncé avoir trouvé un accord
partiel sur l'agenda des discussions qui porteront principalement sur des questions politiques, des questions humanitaires et des arrangements sécuritaires. Notons que ces pourparlers ont été lancés ce lundi en présence de plusieurs leaders de la région, dont notamment Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, lauréat du prix Nobel de la paix. L'ambition prêtée au président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat fait déjà des morts en Guinée. 9 personnes ont perdu la vie et 70 autres ont été blessées dans une série de manifestations à Conakry. Des manifestations de l'opposition et de la société civile qui militent contre un projet de réforme constitutionnelle. La communauté internationale se dit très inquiète de la situation. On fait le point tout de suite avec Iba Yako. Le calme est revenu à Conakry en Guinée après 3 journées marquées par des affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et manifestants. Des affrontements très violents puisque la police a ouvert le feu sur les manifestants ce lundi 14 octobre, occasionnant 9 pertes en vie humaine et plus de 70 blessés par balle. Des postes militaires saccagés, des routes bloquées par des pneus en feu, résultat de la colère de l'opposition. Il faut déplorer l'usage par les forces de l'ordre de leur arme à feu. Ils ont tué à bout portant. C'est des jeunes. La plupart du temps, c'est des jeunes élèves, âgés de moins de 20 ans, et qui sont morts souvent sur place, et certains ont succombé à leurs blessures. Aujourd'hui, ils sont 7 qui ont perdu la vie, qui deviennent ainsi pour notre société une source d'insécurité grave. Cette colère des manifestants intervient après les déclarations du président Alpha Condé pour un éventuel changement de constitution. Un changement qui pourrait lui permettre de briguer un 3e mandat et d'étendre son règne au-delà de ses 2 mandats légalement attribués. À Conakry, et principalement sur cet axe-là, dont les postes d'appui ont été vandalisés, de grandes échauffourées entre les forces de maintien d'ordre et les manifestants qui partent de jets de pierre, qui partent de fronde, qui partent d'armes blanches, etc. Après 3 jours de confrontation, plusieurs opposants ont été arrêtés pour incitation à la haine. Des arrestations qui ne découragent pas l'opposition puisqu'une relance de la mobilisation est prévue pour le lundi 21 octobre. Le procès des initiateurs des contestations a repris ce vendredi 18 octobre. C'est une promesse de campagne qui passe mal. À Madagascar, des affrontements ont éclaté ce jeudi entre forces de l'ordre et opposants. Un vaste projet présidentiel d'extension de la capitale. 4 gendarmes et un civil ont été blessés. Des équipements de construction saccagés. L'extension dont on arrive figure parmi les promesses électorales du président André Zoël, élu en 2018. Elle est destinée à désengorger la capitale de la grande île construite sur des collines et complètement embouteillée et surpeuplée. À bout de souffle, l'Escom s'attaque à la NERSA. La compagnie sud-africaine d'électricité a introduit une action en justice contre les décisions prises par le régulateur national sur le tarif électrique applicable en Afrique du Sud. La hausse de 9,41% concédée en mars dernier est jugée trop faible pour espérer un redressement de l'Escom. Explication avec Aïssatou Bari. Escom, la compagnie électrique sud-africaine, a introduit une action en justice contre les décisions prises par le régulateur national sur le tarif électrique applicable, NERSA, dans le pays. Escom avait introduit une demande pour l'augmentation du coût de l'électricité pour le consommateur électrique. Mais le 9,41% du tarif électrique national est jugé trop bas pour permettre un redressement. Nous sommes déçus de n'avoir pas obtenu, à défaut de la hausse demandée, au moins une augmentation à 2 chiffres du tarif électrique. Maintenant, nous sommes de retour à la case départ.
Les nouveaux tarifs validés par la NERSA occasionneraient une baisse de revenus de la compagnie estimée à environ 100 milliards de rands, soit environ 6,7 milliards de dollars. Une situation qui n'est pas de nature à améliorer les finances de Eskom, qui a une dette de plus de 30 milliards de dollars. Une décision de stabilisation des prix offerte par une société telle que Eskom, certes, doit être l'émanation de l'agence de régulation, mais doit prendre en compte beaucoup plus d'aspects de production, d'industrie et de compétitivité de l'économie. Donc ce n'est pas aussi facile que ça de jouer sur le prix et ce n'est pas aussi facile que ça de maintenir un bras de fer entre l'État et son fleuron qui est quand même Eskom. Rappelons que la demande introduite par Eskom entrait dans le cadre du plan de rééquilibrage des comptes de l'entreprise sur 5 ans et de celui de la détermination multi-annuelle du tarif électrique. La compagnie nationale sud-africaine traverse une mauvaise passe et ne vit que sous perfusion étatique. Et sachez que l'Eskom a repris ce mercredi les coupures de courant pour protéger l'ensemble du système électrique et éviter un effondrement total. Une situation qui fait peser des menaces sur une économie déjà très fragilisée et pour laquelle le gouvernement sud-africain s'est excusé. Dialogue, c'est le mot d'ordre pour un retour définitif à la paix à Sang-Mélima, localité du sud du Cameroun et théâtre de récents affrontements ethniques. Une réunion d'urgence entre autorités et populations locales s'est tenue le 14 octobre. Compte rendu dans ce reportage de Neil Claude Bessa. Sang-Mélima, chef-lieu du département du Djaï-Lobo, situé dans la région du sud du Cameroun, a été le théâtre de violents affrontements le 9 octobre 2019. Les affrontements ayant opposé les autochtones aux allogènes de cette localité ont causé d'importants dégâts matériels, notamment les commerces des ressortissants des communautés étrangères saccagés et de nombreux blessés. Des violences résultant de l'assassinat d'un conducteur de moto originaire de la ville ayant suscité la colère des autochtones. C'est des émeutes qu'on pourrait qualifier d'émeutes de la faim, parce que quand vous voyez des gens qui cassent des magasins pour voler biscuits, bonbons, pour moi c'est le symbole achevé de la pauvreté et du désœuvrement d'une jeunesse qui malheureusement n'arrive pas à trouver des emplois pour s'occuper de manière plus digne. Les autorités gouvernementales qui ont tenu une réunion d'urgence avec les jeunes de la localité ont pris une série de mesures pour atténuer les violences. Pour le retour au calme à Sang-Mélima, les autorités exhortent les communautés vivant dans cette localité à promouvoir le vivre ensemble, la tolérance et la paix. Il a été également recommandé aux populations de favoriser la libre circulation des citoyens et la réouverture effective des commerces fermés. Il faut sanctionner pour que les uns et les autres comprennent qu'on est quand même dans une république et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Le gouvernement doit simplement essayer de trouver des solutions originales pour employer des jeunes pour qu'ils s'occupent, essayent de gagner dignement leur vie et évitent de s'en prendre à ceux qui essayent de s'en sortir. Au terme des assises tenues avec les populations, les autorités ont instruit une enquête sur les circonstances du décès du conducteur de moto. Elles ont également annoncé une assistance gouvernementale à l'endroit de ceux dont les commerces ont été pillés. Le Cameroun Terre de Sport a été lancé ce 17 octobre 2019 à Dimako, dans le département du Haut-Nyong. Le Grand Prix cycliste Chantal Biya. 35 coureurs nationaux et internationaux sont en compétition. Voyez cet élément de Marie-Colette Babasagana. Le premier coup de pédale de la 19e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya a été donné ce jeudi 17 octobre pour l'étape Bétois à Bomban. La présentation des équipes a eu lieu le 15 octobre à Dimako, dans le département du Haut-Nyong, région de l'Est du Cameroun. L'événement dont nous procédons ce jour au lancement officiel des activités s'est forgé au fil des ans une notoriété et une autorité remarquables, à l'image de sa très prestigieuse marraine, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, et fille de Dimako. Pour cette première étape Bétois à Bomban, 35 coureurs venus de l'Algérie, de la France, de Hollande, du Rwanda, de Slovaquie et du pays organisateur, le Cameroun, ont couru sur une distance de 109,9 km.
Une étape qui a vu le sac de l'Algérien Lagab Azzedine au bout de 2h28 minutes 32 secondes. Suivi par 19 coureurs, parmi lesquels les Camerounais Kamzo Abosolo ou encore Sikandi Gislin, tous classés à 8 secondes du retard sur le maillot jaune. Même si l'Algérien Lagab Azzedine a remporté cette première étape et s'adjuvant ainsi le maillot jaune, il reste encore 3 étapes et au classement général on se rend bien compte que les Camerounais sont pour le moins très bien placés. Donc cela reste pour les Camerounais jouable étant entendu qu'il reste 3 étapes, à savoir la deuxième étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, lancée ce 18 octobre sur le tronçon Yaoundé-Ebolova, soit 150,6 km, a eu pour point de départ le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour une arrivée à l'esplanade des services du gouverneur de la région du Sud à Ebolova. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.